19h, merci de nous rejoindre sur Al24 News. Madame, monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité. Janna Zakarna, palestinienne de 16 ans, est tombée en martyre à Jenin, en Cisjordanie occupée. La jeune fille est la 10e victime des crimes sionistes depuis le début du mois de décembre. L'axe Alger-Nouakchott se renforce. L'Algérie et la Mauritanie examinent les moyens de consolider leur coopération bilatérale dans le domaine des travaux publics. Ouverture demain, mardi, du sommet États-Unis-Afrique à Washington. Une cinquantaine de dirigeants sont attendus. Il ne se passe pas un jour sans que les familles palestiniennes ne pleurent la mort de leurs proches. Janna Zakarna, une jeune fille de 16 ans, a été assassinée par l'armée sioniste à Jenin, dans le nord de la Cisjordanie occupée. Un meurtre de plus, faisant de la jeune fille la 10e victime des crimes sionistes depuis le début du mois de décembre. Une situation alarmante qui empire de jour en jour. Naliman Zekar. Ils sont des milliers de Palestiniens à pleurer la mort de Janna Zakarna, 16 ans seulement, lâchement assassinée d'une balle dans la tête sur le toit de sa maison par le monstre sioniste dans sa ville natale Jenin, au nord de la Cisjordanie occupée. Une grève générale a été annoncée dans la ville endeuillée. Des centaines de personnes sont descendues dans la rue pour protester contre les agressions et les meurtres quotidiens perpétrés sur les civils palestiniens. Un quotidien terrible et angoissant pour les habitants, où même les enfants ne sont pas épargnés. Un cauchemar qui perdure depuis des années en Palestine occupée. Janna Zakarna est la 166e victime jusqu'à présent cette année de la machine à tuer sioniste, la 10e depuis le début de ce mois de décembre. Les incursions sionistes sont de plus en plus violentes et nombreuses sur l'ensemble du territoire. 15 Palestiniens ont également été arrêtés pas plus tard que ce matin. Selon les derniers chiffres de l'association palestinienne de soutien aux prisonniers et des droits de l'homme, il y aurait actuellement 4760 prisonniers politiques palestiniens dans les prisons et centres de détention sionistes, dont 160 enfants et 33 femmes. À noter que des dizaines de colons fortement protégés par les policiers de l'occupation sioniste ont à nouveau envahi les esplanades de la mosquée d'Al-Aqsa. C'est donc un nom de plus qui s'ajoute à la liste des victimes de la barbarie sioniste. Cela est intervenu alors que la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies pour les enfants et les conflits armés, Virginia Gamba, entame ce lundi une visite en Palestine occupée, y compris en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. La représentante de l'ONU doit rencontrer les familles des enfants palestiniens victimes de violations avant de soumettre un rapport au secrétaire général de l'ONU à la lumière des témoignages qu'elle obtiendra. Tout autre chose, énergie, avec la 109e réunion ministérielle de l'Organisation des pays arabes exportateurs de pétrole, à laquelle a participé ce lundi le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, qui a appelé à l'intensification des efforts pour contribuer à la stabilité des marchés mondiaux du pétrole. L'Algérie qui examine les moyens de consolider sa coopération avec la Mauritanie dans le domaine des travaux publics. La réalisation du projet de la route Tindouf-Zouéret permettra de renforcer davantage le secteur économique entre les deux pays, mais aussi avec de nombreux pays africains. Les détails, Mohamed Wali Ben Chaban. La coopération algéro-mauritanienne connaît une dynamique remarquable, avec l'objectif de renforcer encore plus les acquis réalisés entre les deux pays. Le plus important des projets reste la route Tindouf-Zouéret, qui devrait constituer un axe vital ouvrant la porte à l'Algérie sur l'Afrique. Cette route aux frontières légales devrait permettre le transport des marchandises en toute sécurité. D'ailleurs, les travaux de la première réunion du comité conjoint algéro-mauritanien pour la réalisation de l'infrastructure se tiennent actuellement à Alger sous la présidence du ministre algérien des Travaux publics et de son homologue mauritanien. Pour une coopération économique qualitative, Alger et Nouakchott envisagent d'entreprendre une démarche stratégique à un rythme soutenu. L'un des principaux partenaires économiques de la Mauritanie, l'Algérie, souhaite consolider sa posture et améliorer encore plus la valeur des exportations algériennes vers la Mauritanie, estimée à 205%.
Et dans la même cadence, l'ouverture des filiales bancaires algériennes publiques à Nouakchott viendra soutenir les opérateurs économiques algériens dans ce pays voisin. L'implantation de ces succursales à l'étranger devrait intervenir avant la fin de cette année, selon l'Association professionnelle des banques et des établissements financiers. Dans ce cadre, une délégation composée de 4 banques est attendue à Nouakchott pour apporter leur contribution à la concrétisation de ce projet monétique. Entre l'Algérie et la Mauritanie, faut-il le souligner, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre dans la coopération bilatérale. Et c'est désormais officiel, le Maroc va livrer des chars à Kiev. Rabat a choisi son camp dans le conflit russo-ukrainien. Cette position sort non seulement le royaume de son apparente neutralité, mais fait aussi de lui un pourvoyeur de la guerre. Souad Ben Batouche. Il s'agit d'une première en Afrique. Un pays du continent livre des armes à l'Ukraine. Cette action vient simplement à l'encontre des principes de l'Union africaine et dont le Maroc est membre. Les principes de règlement pacifique des différends et des conflits. Rabat, en transgression aux valeurs de paix prônées par les pays africains, va finalement livrer des chars T-72 à l'Ukraine et ainsi nourrir le feu de la guerre. Pourtant, le Maroc affichait une certaine neutralité depuis le début du conflit en Ukraine en février dernier, mais sa position est désormais claire après que certaines rumeurs sur les livraisons d'armes par Rabat à Kiev aient été confirmées il y a quelques jours par le site ukrainien 24 TV. Le Maroc était pourtant aux abonnés absents lors du vote sur la résolution condamnant l'agression russe en Ukraine à l'Assemblée générale de l'ONU. Tout a commencé en avril dernier quand la presse occidentale révélait que les Américains étaient à la recherche activement de chars T-72 pour les remettre aux troupes ukrainiennes, des chars apparemment en rupture de stock dans les pays du vieux continent, sauf en Pologne. Le Maroc, lui, en a, et en grande quantité, des engins achetés à la Biélorussie en 1999 et 2001. La pirouette du Mersen a été remarquée justement en avril dernier quand Rabat a dépêché ses émissaires en Allemagne pour assister à la réunion des 40 alliés des États-Unis. Le sujet était la hausse de l'aide militaire à l'Ukraine. Le Maroc impliqué dans un scandale qui touche le Parlement européen. Une enquête pour corruption est d'ailleurs en cours. Depuis vendredi, plusieurs personnes ont été interpellées, dont l'une des 14 vice-présidents de l'institution, l'eurodéputée grecque Eva Kalili, soupçonnée par la justice belge d'avoir profité de sommes d'argent ou de cadeaux de la part de pays tierces. Le Maroc est donc impliqué dans cette affaire à travers Antonio Panzers, un dit ami du royaume. À noter également que les dirigeants du G7 tiennent ce lundi un sommet virtuel consacré notamment à la guerre en Ukraine et à ses conséquences. Je vous le disais en titre, c'est demain que s'ouvre à Washington le sommet États-Unis-Afrique avec la participation d'une 50aine de dirigeants. Ce sommet de 3 jours se tient dans un contexte mondial miné de profondes crises. Pour le continent, il s'agit notamment de se repositionner et d'acquérir toute sa place dans un monde qui se redessine. Naila Hamouda. Un deuxième sommet, 8 ans après le premier du genre, en 2014, sous la présidence de Barack Obama. Ce sommet sera l'occasion de renouveler l'engagement économique, de parler de sécurité alimentaire et sanitaire, de lutte antiterroriste, d'éducation, de la crise climatique subie par l'Afrique, mais aussi de démocratie, de gouvernance et des droits humains. Les dossiers sont donc nombreux et chacun vient avec ses priorités. Côté américain, Washington espère obtenir le soutien des pays africains contre l'intervention russe en Ukraine, alors que l'Union africaine a pour principe le règlement pacifique des conflits. À propos de priorité, pour la RDC, ce déplacement est une occasion pour faire appel à la médiation américaine avec son voisin rwandais, qu'elle accuse de soutenir militairement la rébellion du M23 dans l'est du pays. L'Éthiopie, de son côté, souhaite renégocier les accords commerciaux avec Washington et demander une levée des sanctions imposées à Addis Abeba depuis le début de la guerre au Tigré.
L'Algérie, quant à elle, le sommet USA-Afrique sera l'occasion de réaffirmer le partenariat incontournable en matière de lutte contre le terrorisme, notamment dans la région du Sahel. Lors de ce sommet de 3 jours, le président américain Joe Biden devrait aussi plaider pour l'intégration de l'Union africaine au G20 et au Conseil de sécurité de l'ONU. Washington prévoit également de mettre en place des coopérations portant sur le principe de respect mutuel d'intérêts et de valeurs partagées. Un intérêt grandissant traduit par les opportunités de croissance économique en Afrique, le continent le plus dynamique du monde. Et l'Afrique, justement, on en parle. Direction le Tchad, où 139 personnes arrêtées au cours d'une manifestation en octobre dernier ont été remises en liberté. Hier soir, après un mois et demi de détention, et ce à l'issue d'un procès de masse de 401 personnes. Au total, 139 personnes ont été ramenées aujourd'hui en N'Djamena, dont 53 personnes qui ont été condamnées à déclarer non coupables, 80 personnes condamnées avec sursis. Donc l'administration a mis des moyens à la disposition de l'administration pénitentiaire. Des véhicules ont été mis à leur disposition. Aujourd'hui, les 139 personnes sont ramenées à N'Djamena. Ils sont munis de leur ordre de mise en liberté définitive en mai. La présidente péruvienne Dina Boluarte a annoncé dans un message télévisé la nuit dernière qu'elle allait présenter un projet de loi visant à avancer les élections de 2026 à avril 2024, alors que le pays est secoué par des manifestations qui ont fait 2 morts dans la journée. J'ai décidé de prendre l'initiative de trouver un accord avec le Congrès pour avancer les élections générales au mois d'avril 2024. Dans les jours qui viennent, j'enverrai un projet de loi pour avancer les élections et nous chercherons à trouver un accord avec les forces politiques du Parlement. J'annonce l'état d'urgence dans les zones hautement conflictuelles. J'ai donné des instructions pour que l'ordre interne soit rétabli pacifiquement, sans porter atteinte aux droits fondamentaux de la population. Et retour en Algérie pour terminer avec les toutes premières images des 7 lionceaux nés la semaine dernière à Mostaganem. 4 d'entre eux sont porteurs d'une mutation rare qui se manifeste par un pelage blanc et des yeux dorés ou bien bleus. Depuis son ouverture en juin 2017, le parc Mostaland a enregistré de nombreuses naissances de lionceaux de cette espèce sud-africaine, dont 6 blancs, une race disparue dans le milieu naturel, mais encore en vie dans certains parcs du monde. On a eu le privilège et la chance d'avoir une naissance qui est très rare, c'est de 7 lionceaux de lions d'Afrique. Alhamdoulilah, donc c'est une première en Algérie et au monde. À l'âge au monde parce que le lion blanc, il n'est plus dans la nature, juste le parc environ 540 à 560 lionceaux ou le lion blanc qui sont sur. Donc c'est un privilège que Mostaland a eu. Ça c'est plus tard on va essayer de faire de l'espèce pour ne pas la perdre. Donc la sauvegarde de l'espèce Hadi. De vraie beauté, ces lions. Et c'est avec ces belles images que l'on arrive à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, un point météo et puis l'information continue sur nos différents réseaux sociaux. Très bonne soirée et à demain.